Bonjour et merci d'être avec nous pour revenir sur les temps forts de l'actualité de la semaine. Une semaine une nouvelle fois marquée par la journée d'action contre la réforme des retraites. Le jeudi 23 mars, il s'agissait de l'acte 9. 4 rassemblements étaient programmés en Vendée, ainsi qu'une opération escargot au départ de l'aire de covoiturage de Bournezeau. Côté chiffres, selon la police, 400 manifestants étaient au Sables-d'Olonne, 900 à Fontenay-le-Comte, 1200 à Challans et 6800 à La Roche-sur-Yon. La CFDT en annonce entre 16 et 18 000. Nous étions présents à chacune des actions. Voyez le reportage de la rédaction. Non, non, non à cette réforme bidon. Le slogan est toujours le même. Malgré l'utilisation du 49.3 et la volonté d'Emmanuel Macron d'aller jusqu'au bout, les manifestants ne l'entendent pas de cette oreille. On est venu là pour montrer qu'on était là, même en vacances. Apparemment, on n'a pas voix au chapitre, on n'est pas du tout écouté, donc on prolonge. Moi, je trouve que le compte n'y est pas et c'est pour ça que je continuerai à me mobiliser et à encourager les Français à nous rejoindre pour que cette réforme, si elle doit se faire, se refasse en discussion sur la table. Voir qu'il y a autant de gens dans la rue depuis le mois de janvier, calmement pour exprimer ses opinions et que ces opinions-là ne sont pas entendues, je trouve que c'est un manque de respect complet. Même son de cloche dans le sud Vendée, la mobilisation ne gonfle pas par rapport aux dernières semaines, mais les personnes présentes entendent bien continuer le combat. Quelle utilité d'avoir des élections présidentielles législatives si au final on finit par tout faire passer par un 49-3 ? C'est vraiment un grand déni de démocratie et on se demande si ça vaut le coup d'aller voter. Je suis contre cette loi qui est passée d'une façon non démocratique et il faut continuer le combat pour qu'elle soit retirée tout simplement. Le cortège de Challans s'est lancé également à 10h30 ce jeudi. Pas de débordement ici non plus, mais la colère monte et les opérations ne vont pas s'arrêter. Avec ce qu'il a dit hier, je pense qu'il a rajouté de l'huile sur le feu, on va dire. Donc j'espère qu'aujourd'hui, ça va être une mobilisation d'ampleur. Et ce ne sera pas la dernière journée, évidemment. Il y aura des opérations coup de poing, des filtrages, etc., comme nous avons fait hier à la Motachar. Il y aura des opérations, il y a déjà des opérations la semaine prochaine qui sont prévues. Et cette colère s'entendait encore plus à La Roche-sur-Yon dans l'après-midi. C'est une grosse blague, c'est juste une grosse blague et ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans se soucier de ce que le peuple veut en fait. Et non, ça marche pas comme ça en fait. Et c'est pas une démocratie, on le sait depuis un moment maintenant. Et là, c'est une grosse blague en fait. Donc non, les gens ils sont en colère et ils vont continuer et ça va pas s'arrêter comme ça. Moi, je suis pas contre la violence actuellement parce que je trouve que la violence du gouvernement elle est inacceptable, même si elle est plus distillée. Et je comprends très bien que les gens réagissent avec violence parce que quand on est fatigué, qu'on passe son temps à compter, on est fatigué. Sur ces 4 lieux de rassemblement réguliers, près de 10 000 manifestants se sont déplacés pour cette 9e journée de mobilisation. Et une mobilisation inédite à Montaigu-Vendée. Pour la première fois dans la ville, un rassemblement était organisé à l'initiative de collégiens et lycéens de 3 établissements publics de Montaigu-Vendée, les collèges Jules Ferry et Michel Ragon, ainsi que le lycée Léonard de Vinci. Accompagnés de quelques professeurs, la quarantaine de manifestants a investi le rond-point Carrefour de l'Europe. Ils sont jeunes et ils ont aussi envie de donner leur avis et en fait c'est plutôt encourageant pour ce qui viendra plus tard. La réforme de la retraite avec le 49.3 c'est inacceptable parce que ça fait que creuser les inégalités entre les milieux sociaux et les femmes et les hommes. On est l'avenir de la France, on est la prochaine génération à travailler donc c'est important de manifester pour nos droits. Ouais. La réforme des retraites elle est inadmissible, on va travailler jusqu'à notre mort et c'est pas ce qu'on veut. Le gouvernement se fout de notre gueule. Et enfin, le lycée Nature, au sud de La Roche-sur-Yon, était quant à lui bloqué par une centaine d'étudiants. L'accès aux professeurs était empêché, mais les élèves pouvaient se déplacer. Aucun cours n'était assuré le jeudi matin. Parce qu'on se sent concerné en tant qu'étudiant. On se dit qu'on est censé être en démocratie et que le président aujourd'hui ignore toutes les paroles populaires qui sont dans les rues en fait, les personnes dans les rues. Les métiers les plus difficiles sont méprisés par le gouvernement. Les députés, on élit des députés, mais au final ils ne sont pas écoutés parce qu'on passe une loi en force. Donc élire des députés ça sert à quoi finalement ? Donc pour moi, c'est primordial en fait de protester contre ça et puis surtout protester contre la loi 49.3 qui est contre-démocratique dans notre pays. Voilà.
Le texte de la réforme des retraites adopté de justesse à l'Assemblée puisque la première des 2 motions de censure a été rejetée à 9 voix près. Et parmi les députés ouvertement opposés à cette réforme, il y avait Véronique Besse, l'élue d'hiver droite de la 4e circonscription de la Vendée. Moi, je ne veux pas jouer un rôle de figurant, de pas faire de la figuration. Je veux vraiment pouvoir m'exprimer en mon âme et conscience et pouvoir être encore une fois le porte-parole de ceux et celles qui m'ont élu. Et donc, ce 49.3 était la goutte d'eau. Les députés n'ont pas été respectés. Et je pense que c'est vraiment un gros problème, ce déni de démocratie. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. Jeudi dernier, si on avait voté, à la place du 49.3, on n'en serait pas là dans la violence du pays aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y aurait eu un respect des urnes et du vote des parlementaires. On tourne la page de la réforme des retraites pour évoquer cette victoire des associations de défense de l'environnement. Le Conseil d'État s'est prononcé en faveur de la fermeture de certaines zones de pêche du golfe de Gascogne, jugées responsables du décès de nombreux dauphins. D'après la LPO, près de 1000 cadavres de cétacés ont été retrouvés sur la côte atlantique depuis le mois de décembre, alors qu'une petite partie seulement s'échoue sur les plages. On est content de cette décision. Après, on reste très vigilant sur la suite. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir qu'on se mobilise pour que le scénario qui soit appliqué sur ces fermetures spatio-temporelles soit le plus exigeant et donc le plus efficace pour les dauphins. C'est-à-dire 3 mois de fermeture donc de certaines zones de pêche l'hiver et 1 mois l'été. Et le Conseil d'État a octroyé un délai de 6 mois au gouvernement pour mettre en place ces interdictions. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les retombées toucheraient directement 800 emplois, selon François Blanchet, qui rappelle que des mesures sont déjà en place, comme des caméras, des balises et des dispositifs de dissuasion acoustique embarqués sur les navires de pêche. C'est le ministre qui aujourd'hui a dans ses mains le fait d'appliquer ou pas cette décision. Et nous, on lui demande d'attendre que tout ce qui a été mis en place aujourd'hui puisse être analysé pour voir si ce que font les marins-pêcheurs permet d'améliorer justement cette relation avec le dauphin et faire en sorte qu'on empêche moins. Aujourd'hui, on nous a donné des règles du jeu et on siffle la fin du match alors que le match n'est même pas démarré. Que l'on interdise demain les grands chalutiers qui viennent piller le fond des mers, qui viennent de l'étranger, ça ne me pose pas de souci. Qu'on interdise, nous, notre petite pêche artisanale dans nos petits ports de pêche de Vendée, c'est la fin des ports de tout le littoral atlantique français. En Vendée, l'Île-Dieu, Noirmoutier et les Sables d'Olonne sont également concernés par ces mesures. Il s'appelle Hubert Lemonnier et il devient le nouveau directeur de course du Vendée Globe 2024. Annonce a été faite ce lundi au cours d'une grande conférence de presse. Les organisateurs ont présenté dans les grandes lignes la prochaine édition de la course. Colline Davy nous en dessine les contours. Nouvelle identité visuelle, nouvelle affiche et nouvelle équipe pour la direction de course. Encore que celle-ci connaît déjà bien les rouages du Vendée Globe. Je pense que les membres de notre direction de course à ce jour font partie de ce qui se fait de mieux en termes de suivi sécuritaire de course, mais aussi de montage de projets, c'est-à-dire qu'avant toute la période opérationnelle, il y a la période préparatoire qui est très complexe. Et pour que ça soit fluide, il faut que les gens qui soient là connaissent bien l'écosystème, connaissent bien les skippers, les équipes. Et ces skippers, ils seront nombreux au prochain départ. 31 projets sont déjà déposés. On y retrouve quelques noms familiers, Jean Lecam, Charlie Dalin ou encore Arnaud Boissière. Mais l'idée, c'est aussi de l'ouvrir aux profils moins connus. D'une manière générale, permettre à tous ceux qui ont cette force de caractère, qui ont envie de se retrouver sur cette ligne de départ, entre ceux qui ont aussi des petits budgets, qui ont des grands budgets. Il faut que ce soit cette course qui continue à faire rêver. Une ouverture qui entraîne un nombre grandissant de candidatures, mais pour la sélection, le règlement est clair. D'abord, il faut être capable de se qualifier, c'est-à-dire qu'il faut finir une course en solitaire transatlantique. Donc il y avait 5 courses qui permettent de se qualifier. Et après, s'il y a plus de 40 qualifiés, sachant qu'il y a 40 places, il y a un processus de sélection qui a d'une part des wildcards et d'autre part, on va prendre le nombre de 1000. On s'attend a priori à ce qu'il y ait quand même, on soit autour d'une quarantaine de candidats. Alors, peut-être entre 42 et 39, on verra. Espérons plutôt 39, parce que c'est toujours très difficile de sélectionner. La réponse ne sera pas donnée avant juin 2024.
New York, Vendée, les Sables d'Olonne. C'est la dernière course qualificative et ce sera aussi la dernière course qui attribuera des 1000 pour le processus de sélection. Donc ça veut dire que finalement, à l'issue de cette course-là, toutes les courses auront été disputées, donc on aura le nombre de skippers qualifiés et donc on pourra éventuellement, s'il y en a plus de 40, à ce moment-là, choisir, enfin en tout cas le règlement définira les 40 qui seront les 40 qui auront la priorité pour faire le prochain Vendée Globe. Une chose est sûre en revanche, le départ aura bien lieu le 10 novembre 2024 aux Sables d'Olonne. Dans un autre domaine, le baccalauréat 2023, c'est parti. Les candidats ont commencé lundi les épreuves de spécialité. Il en existe 13 et c'est une première depuis la refonte de l'examen puisque les notes de ces épreuves de spécialité vont être prises en compte sur Parcoursup. Elles représentent un tiers de la note finale du bac. Ambiance à la sortie des salles du côté de La Roche-sur-Yon au lycée Saint-François d'Assise. Je viens de passer une épreuve de spécialité en physique, chimie, mathématiques. Je suis assez confiant de ce que je viens de passer et je pense avoir réussi mes épreuves. Spécialité physique, chimie et mathématiques en bac STI2D. Plutôt très bien passé, je dois avouer que je me suis senti plutôt serein. Le théâtre. Le théâtre, et comment ça s'est passé? Très bien, très bien. C'est numérique et sciences de l'informatique. Donc c'est de l'informatique, grossièrement. Plutôt bien, c'était des choses que j'avais révisées, donc je pense avoir la moyenne. Le bac sciences économiques et sociales. Je suis assez contente, c'est une épreuve stressante, mais ça a été. Et ça y est, elles sont déjà prêtes à être dégustées. Les premières pommes de terre de l'année, les Sirtema, sont récoltées sur l'île de Noirmoutier depuis le 15 mars. Comme le définit le cahier des charges du Label Rouge, Agathe Poulet s'est rendue chez un des 22 producteurs de pommes de terre de l'île. Avec l'arrivée du printemps, les premières pommes de terre primeurs voient le jour. Emblématique sur les terres de Noirmoutier, la Sirtema est la première variété de la saison à être récoltée en petite quantité, avant l'arrivée des gros volumes à partir de mai. Hier, j'ai fait une petite tonne, aujourd'hui c'est une petite tonne. Voilà, c'est des toutes petites quantités. Donc, sous les abris, là, ça va s'étaler sur 2 ou 3 semaines. Et ensuite, le plein champ arrivera début avril. Tout va dépendre de la météo qui va y avoir ces prochaines semaines. Sur ces 18 hectares, Gaëtan et ses 5 salariés récoltent chaque pomme de terre à la main comme autrefois. Pour cet agriculteur, il est important de faire perdurer le maraîchage traditionnel pour chouchouter ses pommes de terre. On se compare souvent, on est des artisans de l'agriculture. On a le souci du travail bien fait et méticuleux, parce qu'on est sur un produit qui est fragile, donc un produit primeur, peleux, tendre, aqueux, moins de matière sèche que les produits de pommes de terre de consommation, donc beaucoup plus fragile. Donc ça nous impose un ramassage manuel. Il n'est pas question de passer des grosses récolteuses qui risqueraient d'abîmer le produit. C'est vraiment du travail traditionnel. Grâce au climat tempéré sur l'île de Noirmoutier, la production de la Sirtema n'a pas été impactée par les tempêtes ou les gelées grâce aux serres qui permettent de protéger durant l'hiver. Pour ce producteur, le risque à venir n'est pas le climat, mais plutôt la consommation face à l'inflation. Donc en termes de production, il n'y a pas eu de souci particulier. Maintenant, c'est la mise en marché. Donc on est dans une conjoncture assez particulière cette année. Beaucoup d'inflation, des charges qui ont augmenté, des intrants qui ont augmenté. J'espère que cette pomme de terre va être bien acceptée par les consommateurs. La récolte des autres variétés comme la Bonote et la Lady Christelle se fera jusqu'en juillet. L'année dernière, 500 tonnes de pommes de terre ont été récoltées sur cette exploitation. Les primeurs qui ne peuvent être vendus après le 15 août. Depuis quelques jours, vous pouvez retrouver en librairie Échappée végétale en Vendée, le premier tome de la nouvelle collection Sauvage et cultivée aux éditions d'Orbesti. Le livre propose de découvrir la diversité des plantes du territoire, plus de 600 espèces ou variétés végétales ou animales, au travers de 30 promenades dans les plus beaux espaces naturels, parcs et jardins. Cet ouvrage est la dernière parution de Philippe Ferrard et Jacques Soignon. Le premier est botaniste au Jardin des Plantes. Quant à Jacques Soignon, il est l'actuel vice-président du Conservatoire des collections végétales spécialisées. C'est un livre qui va aborder de façon un peu originale, nous pensons, avec Philippe Ferrard, le co-auteur, qui va aborder tout ce qui est plantes sauvages ou cultivées dans un même département. Donc c'est notre regard de spécialiste sur ce sujet-là, mais qui permet à des amateurs, en s'échappant sur des promenades, il y en a 30 au programme, de découvrir la richesse véritablement incroyable qu'un département comme la Vendée a su abriter. C'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi avec nous. On se retrouve très bientôt pour de l'actualité fraîche et d'ici là, passez un très bon week-end.